Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde. Voilà un levier qui est essentiel pour moi dans la gestion des migraines, c'est la digestion. Il fait partie des 7 leviers et donc on va préciser celui-ci aujourd'hui. Donc, qui je suis? Je suis ostéopathe. Je suis en Corrèze, dans un tout petit village à Hérin. Et donc, j'ai un cabinet en Corrèze. Je consulte en présentiel. J'accompagne aussi à distance pour amener de l'autogestion de la migraine en soutien en fait des traitements habituels et des traitements médicaux. L'idée, c'est de pouvoir retrouver un petit peu d'autonomie et de soutien quand j'ai pris beaucoup de médicaments et que malgré tout, ça a du mal à passer avec ça. Donc, c'est comment on fait. Et donc, l'idée, c'est d'apporter d'autres cordes à son arc pour pouvoir se soulager aussi à côté. Je suis hôte du podcast Doser, qui est dédié aux migraines, où je vais justement à la rencontre d'autres professionnels et d'autres thérapeutes qui ont de bons résultats aussi dans leur cabinet. L'idée, c'est vraiment de croiser les savoirs et d'apporter, encore une fois, de nouveaux regards, de nouvelles façons de faire. Souvent, j'entends j'ai tout essayé. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment toujours tout essayé? Donc voilà, l'idée, c'est justement d'aller chercher ce qu'on n'a pas encore essayé, ce qu'on ne connaît pas, et d'explorer un peu toutes les nouvelles pistes qui peuvent se présenter à nous. Actuellement, je travaille sur la mise en place d'un essai clinique avec un neurologue du CHU de Clermont-Ferrand. Donc, ça sera plus pour l'année prochaine, je pense. Je partage donc des exercices, des conseils sur les 7 leviers de la migraine. Pour moi, voilà, c'est ma vision, c'est ça, c'est 7 leviers. Les postures, les yeux, les dents, mais du coup, les émotions, la respiration, la digestion, et aussi les facteurs environnementaux. Voilà un petit peu les formations. Donc, j'ai fait de l'ostéopathie, un diplôme en 5 ans, sortie du bac. Je savais déjà que c'était cette voie-là qui m'intéressait, c'est-à-dire ce côté prendre soin de son corps, redonner un petit peu de la conscience à son corps, puisqu'il a beaucoup de potentiel, et de pouvoir justement apporter des solutions naturelles à la gestion de son corps et à la... Hop, pardon, que je me remette, voilà. Et à la santé, en fait. Donc, ensuite de ça, j'ai fait un peu de pédiatrie et périnatalité. Évidemment, ce qui m'a amené vers l'ostéopathie, c'était la médecine traditionnelle chinoise. C'était pas assez scientifique, donc j'y suis revenue après. Et puis, vers la fin, j'ai fait une formation de posturoception, c'est-à-dire c'est votre posture en fonction de comment vous percevez le monde. Et c'est ça qui va déterminer en fait comment vous vous tenez et comment vous vous comportez en fait autour pour être en cohérence avec l'environnement. Qu'est-ce qui m'a amené à expérimenter l'alimentation, ou en tout cas à prendre conscience que l'alimentation, la digestion était importante? Alors, c'est ce côté holistique dans mon approche en ostéopathie. On le verra aussi au fil de l'eau et par rapport aux exemples que je peux avoir eus au cabinet. Mais je l'ai vraiment rencontré profondément par la boxe, enfin la compétition sportive. Et mon changement d'alimentation a vraiment permis d'avoir un switch dans ma façon de boxer, quoi. Dans mon aisance. C'est pas ma façon, ma technique, mais dans mon aisance à boxer. Voilà. J'accueille du coup Mila Adamcha et je te laisse te présenter. Merci Sandra. Donc je suis Mila Adamcha, je suis coach depuis 2013. Je suis sur Montpellier. J'ai 48 ans et je suis maman de 4 enfants d'une famille recomposée. En 2019, j'ai créé un programme que j'ai appelé Équilibre et bien-être au féminin. J'ai eu l'envie de créer ce programme suite à de l'épuisement. J'étais constamment épuisée et notamment après chacune de mes grossesses. Et à ma dernière grossesse, c'est celle où je pense que j'étais en burn-out parce que j'avais un épuisement physique et psychologique. Et c'est en 2017-2018 que je me suis fortement intéressée au bien-être. Jusqu'alors, je m'étais pas plus euh, et j'étais pas plus intéressée que ça par rapport au sport, etc. J'étais pas une grande sportive.
en 2017, je me suis mis au sport, j'ai changé mon alimentation par rapport à ce que j'avais appris et j'ai vu une énorme transformation sur mon corps et sur mon mental. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie de créer ce programme. Donc depuis, j'ai accompagné. Donc en 2018, en 2008, j'ai été formée et diplômée de la Mastery University de Anthony Robbins. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un grand coach connu au niveau international américain. Et dans ses formations en développement personnel, il y a de la PNL, mais il y a aussi une grande partie alimentation. Lui, il a même fait des études, des recherches en laboratoire, etc. Il a poussé loin son étude par rapport à l'alimentation. Et moi, là où j'ai vraiment changé ma vision des choses, c'est notamment lors de mon stage en alimentation vivante auprès de Irène Grosjean, qui est naturopathe, en 2015. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et suite à mon stage après Irène, j'ai bien compris le lien entre ce qu'on mangeait et les répercussions sur notre corps. En 2016, j'ai été certifiée coach ICF. Donc, depuis le 2015, j'expérimente l'alcalinisation, une alimentation beaucoup plus alcaline que d'habitude. Qui dit alcalinisation, c'est beaucoup de fruits et légumes verts, beaucoup de fruits et légumes frais, notamment en jus, en smoothie, des graines germées, des algues. J'utilise toujours des huiles première pression à froid. Depuis j'ai une machine Kangen qui filtre l'eau. Je mange beaucoup moins de viande et de produits laitiers. J'ai quasiment supprimé les sucres raffinés, notamment dans les aliments industriels. J'ai pratiqué pendant très longtemps le jeûne intermittent et depuis j'ai arrêté, mais je vous expliquerai après pourquoi. J'ai fait de l'irrigation colonique, j'ai nettoyage des intestins avec l'eau. J'ai testé tout ça et depuis 2025, j'ai expérimenté les enzymes d'origine végétale et fermentée. Et là, pour un meilleur confort digestif et une meilleure assimilation des aliments et des nutriments. Donc, et j'ai bien vu depuis ces changements, une amélioration de ma vitalité. Je suis beaucoup plus en forme aujourd'hui que quand j'avais 30 ans. Euh, j'ai je vois une amélioration de ma peau et voilà, j'ai 48 ans et la plupart des personnes qui me rencontrent, elles me disent mais comment ça se fait que t'as pas de rides, etc. Et je pense que ça y fait pour beaucoup. Euh, Certes, on me dit oui, mais tu as aussi le côté génétique. Ben, j'ai vécu pendant 1 an et demi en Thaïlande et je peux vous assurer que toutes les femmes n'ont pas, même si elles étaient toutes asiatiques, elles n'ont pas le même processus, que ce soit au niveau de leur corps, au niveau de l'énergie, des vitalités ou de la qualité de la peau. Ben, j'ai bien pu voir que on n'était pas toutes pareilles, suivant notre hygiène de vie. Donc à toi maintenant, Sandra, par rapport à la partie C'était de bon? la migraine. Oui, c'était bon pour moi. Donc, on va faire juste un petit récapitulatif sur ce que c'est la migraine. Globalement, une douleur intense, modérée à intense, souvent unilatérale. Et on a une classification qui va permettre de définir ce que c'est une migraine. Donc, voilà, la classification, ça va être une migraine qui est une crise, qui est au moins 5 crises similaires. Donc, une douleur toujours du même côté, avec cette intensité importante qui peut diminuer l'activité quotidienne, c'est-à-dire monter des escaliers, ça peut être très compliqué. Et l'activité va augmenter la douleur. Ensuite, on va avoir des sensibilités à la lumière, au bruit, potentiellement des nausées, et voilà, 5 crises similaires pour définir que c'est une migraine. Donc, dans un premier cas,
une première crise, on va dire, c'est d'abord des maux de tête et ensuite, on va pouvoir affiner le diagnostic au fur et à mesure. Quelques chiffres que j'ai pu trouver qui sont quand même assez marquants, assez parlants et qui montrent à quel point, en fait, quand on n'est pas migraineux, on a du mal à comprendre l'intensité de ce mal de tête. Donc, il y a quand même 15% sur 660 personnes qui ont pu être interrogées dans le cadre d'un sondage sur la qualité de vie. Voilà, donc 15% de personnes, des migraineux qui ont déjà pensé au suicide. En moyenne, alors c'est 33 journées par an qui sont perdues parce que c'est arrêt de travail ou simplement pas pouvoir aller travailler. 24% sont en difficulté professionnelle à cause de la migraine. Ça veut dire soit qu'ils ont perdu leur emploi, soit qu'ils n'ont aucune adaptation dans leur emploi pour, on va dire, gérer leur migraine et adapter par rapport à leur journée de travail. Ou alors, clairement, ils sont en incapacité de travailler. Certains sont considérés, reconnus comme handicapés. Pour 45% des personnes, la migraine leur gâche presque toute la vie. Donc, c'est quand même assez énorme. Et sur 57% des personnes qui ont un emploi, il y en a quand même que 22% qui n'ont jamais eu besoin de s'arrêter à cause de leur migraine. Voilà, donc ça marque un petit peu l'importance et le côté non-stop handicapant de cette migraine. Pour faire simple, voilà le mécanisme de la migraine. Donc, c'est une hyperexcitabilité du système nerveux qui est liée à une prédisposition génétique. Concrètement, c'est que toutes les infos que je vais recevoir sont reçues beaucoup plus intensément. Donc, la moindre information va être traitée comme s'il y avait une énorme intensité d'informations qui arrivaient. Quand on dit prédisposition génétique, il va y avoir ce côté d'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est l'activation ou non de gènes en fonction de facteurs environnementaux. Dans les facteurs environnementaux, il y a notamment l'alimentation, la digestion. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet-là. C'est un des facteurs environnementaux qui est vraiment hyper important. Donc, hyperexcitabilité du système nerveux, il en vient une inflammation des petits vaisseaux et une dilatation des vaisseaux qui sont autour du cerveau, dans les méninges en fait, dans le tissu qui entoure les cerveaux. Et c'est ça qui va générer cette douleur. Donc, c'est la dilatation et l'inflammation. Ça, c'est responsable, le responsable, on va dire, c'est le nerf trijumeau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nerf-là, il va être aussi en lien avec le système hormonal et le système émotionnel. Système hormonal, on sait que c'est un des facteurs qui est assez important dans la gestion des migraines, ou en tout cas dans l'activation des crises. Donc tout ça, on va voir un petit peu après. Voilà pour les déclencheurs, justement. Donc, les troubles du sommeil sont présents pour 70% des cas, quasiment. Et en gros, tout ce qui est facteur psychologique, ça va être les stress, les contrariétés. On peut rajouter à ça, ce qui est au tout début du tableau, anxiété, dépression. Donc là, dans ce cas-là, c'est que pour 39% des migraineux qui avaient été interrogés, les crises s'accompagnent au moins une fois d'une crise d'anxiété ou d'une dépression. Voilà. Donc, le système, en fait, hormonal et alimentaire, donc digestif, va être mis à rude épreuve puisqu'il y a toutes les hormones qui vont être à gérer et toute la partie alimentation. Donc, quand je dis hormones, il y a les troubles du sommeil, il va y avoir aussi des hormones qui vont entrer en jeu pour favoriser l'endormissement, tout ça. On a les facteurs psychologiques, donc tout ce qui est stress, ça va se matérialiser dans le corps par de la production d'hormones. Les menstruations, là, pas de secret, c'est hormonal. Donc déjà, par ces trois piliers, on a un facteur hormonal qui est hyper présent. Et ensuite, on a tout ce côté alimentaire qui est quand même présent pour 56%. Voilà. On va voir un peu plus loin, mais le facteur hormonal et le facteur alimentation, je les assemble dans le même pôle, c'est-à-dire la digestion, parce qu'en fait, le circuit de nettoyage, c'est le même, on le verra après.
Donc, en fait, dans cet échange-là ensemble, on va justement voir la digestion au sens large, qui va inclure l'alimentation à proprement parler, et puis le système hormonal. Voilà, donc par où on commence? Dans la gestion des migraines, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir nos protocoles habituels? Déjà, un point hyper important, ça va être la respiration profonde et lente. Finalement, c'est ce qu'on fait tous et c'est ce qu'on fait tous mal. On a mal appris à respirer, ou en tout cas, on a perdu la simplicité, la facilité de respirer parce qu'on fonctionne vite, parce qu'on est toujours en mode urgence, parce qu'on fait 15 000 choses à la fois, parce qu'on est happé par notre attention face aux écrans, et tout ça fait que petit à petit, on oublie de respirer. Donc, première chose, déjà, pour détendre toutes les tensions, on commence par de la respiration lente et profonde. Évidemment, ça va avec le fait de réduire la charge mentale, donc j'en ai parlé juste un peu avant du fait que ce soit lié. On a vu que le sommeil était hyper important. Les troubles du sommeil sont présents, je me souviens plus si je reviens sur voilà, 70%. Donc, favoriser le bon sommeil pour justement diminuer encore le seuil d'activation du cerveau et de perturbation qu'il peut y avoir après par le déclenchement des crises de migraine. Un point essentiel ensuite, ça va être l'hydratation, puis une digestion optimale, l'activité physique qui va permettre justement de mobiliser tout ça, et ensuite des différents soutiens qu'on peut trouver, donc des thérapeutes, voilà, la médecine, le neurologue, les médecines intégratives qui voient les choses beaucoup plus globalement, l'ostéopathie, kiné, naturopathie, voilà, et les protocoles d'autogestion que vous pouvez mettre en place vous aussi. Voilà. Donc là, en fait, vous avez déjà un protocole d'action à mettre en place, une grande clé finalement à prendre en compte pour pouvoir avoir des points sur lesquels agir et agir dès ce soir. Voilà. Encore un petit côté un peu, on va dire, théorie, le rôle de la digestion. Donc, la digestion, concrètement, et c'est pour ça qu'on va surtout s'intéresser sur les points 4 et 5 de juste avant, voilà, hydratation et digestion, c'est parce que la digestion, c'est notre carburant. L'idée, c'est que c'est une transformation chimique qui va permettre un fonctionnement optimal de votre organisme. Le but, c'est quand même de pouvoir vivre le plus longtemps possible et en pleine forme. Donc, le rôle de la digestion, ça va être d'apporter les nutriments, et j'ai mis en gros essentiels, parce que c'est vraiment ce dont le corps a besoin, c'est pas ce que moi je veux manger. Transformer les aliments, les hormones et les autres molécules, et éliminer tous les déchets produits de cette transformation. Une digestion défaillante, elle va forcément entraîner des complications. Donc, si j'ai un mauvais carburant pour ma voiture, on voit de suite ce que ça donne. C'est le même principe pour le corps. On va avoir de la fatigue chronique, du mauvais sommeil et des variations de l'humeur, des sécheresses des tissus, de la peau notamment, des sécheresses oculaires aussi, une baisse de l'immunité et des surcharges de toxines dans le corps. Quelles sont les conséquences de cette alimentation défaillante? On va avoir l'irritabilité, une inflammation silencieuse, donc c'est-à-dire qui se passe sans qu'on la voie, et un jour on se dit mince, j'ai mal partout et je comprends pas pourquoi. Mais sauf que ça travaille déjà depuis un petit moment. Ensuite, on va avoir une sensibilité accrue aux informations supplémentaires, c'est-à-dire que si je suis surchargée et que je dois m'occuper de ma digestion parce que c'est pour le corps le sujet principal à faire, tellement je le surcharge, il ne va pas pouvoir s'occuper de ce qu'il y a d'autre autour. Et donc, ça va amener un excès d'informations à traiter et potentiellement déclencher ou favoriser, diminuer au moins le seuil d'acceptation de la douleur ou de la nouvelle information qui va arriver, par exemple de la lumière, par exemple du son, par exemple, voilà, d'autres facteurs qui peuvent être déclencheurs. Donc, on peut avoir des crises qui vont être déclenchées plus facilement. Concrètement, à retenir, la digestion, ce n'est pas juste une cause, par contre, elle va entretenir et amplifier la douleur de la migraine.
Si on dit digestion défaillante, ça veut dire surcharge de l'organisme. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va surcharger en toxines et donc faire des inflammations généralisées. Deuxième clé, donc là, voilà, vous pouvez prendre note, vous pouvez photographier, c'est, on va dire, le protocole de la bonne santé. Voilà comment on fait pour avoir une digestion apaisée et apaiser en fait les migraines grâce à la digestion. Alors évidemment, ça va être plus ou moins faisable par rapport, selon votre type de migraine. Si vous êtes là potentiellement, c'est que vous sentez qu'il y a quand même un lien sur le côté digestif. Donc, dans un premier temps, quand on parle de digestion, on va d'abord favoriser l'hydratation. Donc, on va voir l'importance de l'hydratation. Ensuite, on va voir l'importance justement des fonctions d'élimination. Comment on prend soin de notre microbiote, les aliments à éviter et les aliments à privilégier, les nutriments essentiels pour la gestion de migraines. Et ensuite, on verra quelques principes importants qui vous aideront à choisir et à vous orienter. Mila, si tu as des points à rajouter sur certains moments, tu me dis. Ouais, ça marche. Donc déjà, pour l'importance de l'hydratation, pourquoi je la mets en premier, c'est que malgré tout, c'est un rôle hyper important de base, mais qu'on néglige. C'est-à-dire qu'elle transporte tous les éléments, elle va favoriser un sang suffisamment fluide, elle va permettre la reminéralisation du corps et elle va permettre un drainage et une détox. Si j'ai suffisamment le sang qui est fluide, je vais suffisamment pouvoir transporter les aliments. Du même principe, quand je bois quelque chose, hop, ça se passe dans les intestins et puis on va éliminer. Voilà. Donc il y a cette fonction, on va dire, naturelle de nettoyage. La composition du corps en eau, pareil, elle est hyper importante. Globalement, on est tous composés à 60-70% d'eau, mais spécifiquement, les yeux, c'est 95% d'eau et le cerveau, c'est 90% d'eau. Donc, moins j'ai d'eau, plus les organes qui sont riches en eau vont être perturbés facilement et en premier. Quand on parle d'eau, on parle aussi d'électrolytes. Les électrolytes, ça va être des petits minéraux qui sont chargés d'électricité et qui vont faciliter les contractions musculaires, qui vont faciliter la transmission de l'influx nerveux. Ils vont aussi protéger de ce fait les neurones et aider la filtration des reins. Sans eux, en fait, il n'y aurait pas d'élimination. Par rapport à ce slide, moi, j'aimerais rajouter comme exemple, quand j'ai fait plus attention que d'habitude à mes intestins, à l'apport d'enzymes, etc., et que j'ai eu une meilleure élimination, eh bien, je me suis aperçue que j'ai recommencé à avoir des larmes le matin, etc., en bâillant, chose que je n'avais plus et je ne me rendais pas compte. Mes yeux étaient devenus secs et je m'en apercevais pas. Je pensais que c'était normal. Et quand je me suis mise à relarmoyer, c'est là que je me suis dit, mais mince, ça a changé, c'est pas comme avant. Et du coup, quand je me suis mis à larmoyer, j'ai vu que ma vue était beaucoup moins trouble qu'avant. Donc, clairement, il y a un lien entre la digestion et l'hydratation. Et quand on ne boit pas assez, qu'on est déshydraté, c'est là que on a des problèmes aussi de digestion. Les matières restent stockées dans les intestins et du coup, ben, on absorbe moins les nutriments et c'est là que se commence le début des problèmes divers et variés. D'où l'importance de prendre soin de son hydratation, bon, entre autres la respiration, mais il y a l'hydratation et et trois, la digestion. Deux, l'hydratation et trois, la digestion. Donc voilà, tout pour reprendre ce que tu dis sur ce slide. Et ça me fait penser, tu as parlé tout à l'heure d'irrigation colonique, et en fait, en Chine, les médecins, pour valider leur fin d'études, ils devaient savoir utiliser l'eau de 110 façons différentes. Donc ça montre bien que l'eau a des secrets cachés et qu'elle est un
elle a un rôle essentiel en fait dans notre santé. Donc on peut avoir, tu l'as dit, l'irrigation colonique, mais en fait les thérapies par le froid, tout ce qui va être le sauna, tout ce qui va être les bains glacés, tout ça, ça va favoriser en fait, ces différentes façons d'utiliser l'eau et ça va aussi permettre de pouvoir prendre soin de sa santé. Les bains sont bénéfiques pour le corps également, que ce soit pour la détente, mais aussi on absorbe par la peau aussi l'eau. L'eau absorbe, notre peau absorbe l'eau lors de la douche, lors des bains, et les bains aident aussi grandement à la digestion, à ce que on fonctionne mieux aussi. Donc, c'est des choses à ne pas négliger. Et dans des eaux qualitatives, bien sûr, si possible, de l'eau dans les sources thermales, riches en soufre et en sels minéraux. On peut mettre chez toi du sel non raffiné, du sel d'Epsom riche en magnésium euh, dans les bains. Donc là, justement, on commence à aborder ensemble les électrolytes. Qu'est-ce que c'est les électrolytes? Donc, c'est le magnésium, c'est le sodium, le sel, la chlorine, calcium, potassium. Pourquoi l'eau? On dit hydratez-vous. Et à beaucoup de mes patients, je dis, déjà, je commence par combien d'eau vous buvez. Donc déjà, 1 litre, des fois, ça tire la grimace et c'est pas évident de boire 1 litre. Et malgré tout, même pour ceux qui boivent 2-3 litres, des fois, il y a cette sensation que ça suffit pas, ou en tout cas, la peau paraît sèche encore. Et donc, pourquoi l'eau ne suffit pas? Pourquoi il faudrait ajouter autre chose? Donc concrètement, la pénétration de l'eau dans les cellules, elle se fait grâce aux électrolytes. Donc ces petits éléments minéraux chargés en électricité qui vont justement par cette électricité être attirés vers les cellules. Quand je transpire, quand je suis malade, qu'il y a beaucoup de transpiration, de choses à éliminer, il va y avoir une perte de l'eau et de ces éléments minéraux qui vont être attirés avec l'eau. Un état de stress répété va favoriser, va utiliser en tout cas les électrolytes. Parce que, notamment, donc si je fais le lien entre les signes qui font que j'ai besoin d'électrolytes, les crampes et les contractures musculaires, par exemple, dans un état de stress, je vais être tout crispé, crampé. Normalement, si je suis crampé, le magnésium va permettre de relâcher le système musculaire. Donc, plus je suis stressée, plus je me crispe. Christelle, excuse-moi, est-ce que tu peux enlever le son? Merci. Comme il y a du bruit autour. Désolée. Hein. Pas de souci. Donc, plus je me crispe, Merci, plus je Christelle. vais avoir besoin de magnésium, justement, pour pouvoir relâcher les contractures. Si j'utilise le magnésium pour lâcher mes contractures, je ne l'utilise plus derrière pour favoriser toutes les transformations et puis pour donner à manger, en fait, à mes cellules, quoi. Donc, les signes qui vont faire que j'ai besoin d'électrolytes, on en a parlé de la contracture, les crampes, et en fait, ça va être des signes du plus léger au plus grave. Donc ensuite, la soif intense et persistante, même si je bois, j'ai toujours soif, les maux de tête légers, fatigue et faiblesse sans effort intense, des étourdissements, des sensations de nausée, les vomissements ou diarrhée et palpitations, mais là, on est dans des cas où on est vraiment très affaibli, on va dire, ou très en déficit de minéraux. Est-ce que tu avais d'autres choses là à rajouter, Mila? Oui, ben en fait, après, on va l'aborder de quelle manière on va pouvoir avoir ces électrolytes. Voilà, on y va. Si tu veux le présenter. Donc, pour vous apporter ces sels minéraux manquants souvent dans nos eaux minérales ou eau du robinet, on peut, bien sûr, dans un premier temps, vérifier la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, c'est souvent très, très sous-estimé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau peut être filtrée. La plupart des personnes, elles ont des petites carafes de filtration d'eau, mais il me semble que d'après des études, c'est pas suffisant. Et il existe des systèmes qui peuvent filtrer l'eau
Je sais que Sandra, elle en utilise un peu comme l'appareil jaune que vous voyez. C'est sans C'est ça. électricité. Vous remplissez cette bonbonne qui va de 3 litres jusqu'à 20 litres suivant vos besoins familiaux. Et dedans, il y a tout un support qui filtre l'eau euh, petit à petit. Et il me semble que tu remplis l'eau la veille et tu l'utilises le lendemain, le soir avant d'aller te coucher, et tu la bois le lendemain matin. Et ça filtre les métaux lourds, les médicaments, les hormones. On le fait même dans la Et journée parce que ça filtre assez rapidement en fait. Donc dès qu'on n'a plus, oui, on oui. rajoute et comme ça goûte non-stop, Mm. ben, on n'a pas besoin d'attendre très longtemps, quoi. On n'a jamais été en panne d'eau. D'eau, oui, voilà. Et puis ça se remplace une fois tous les 3 mois, je crois, la cartouche, enfin C'est le ça. système. Et c'est pas si cher que ça. Moi, l'appareil que j'utilise, la Kangen, c'est beaucoup plus sophistiqué, ça électrolyse l'eau, etc. Et c'est beaucoup plus cher, c'est dans les 3 000 € le système et c'est direct. Et l'avantage de la Kangen, c'est que c'est une machine qui se transporte. Et nous, on l'a beaucoup utilisée, notamment à l'étranger. Pendant un an et demi, quand on était en Thaïlande, ça nous a évité d'acheter de l'eau en bouteille. Et, euh, et, et j'étais très étonnée de voir l'eau en Thaïlande. L'eau, quand vous ouvrez le robinet, l'eau, elle sort marron. Et quand elle rentrait dans la machine et que ça ressortait, qu'elle ressortait pure, je me suis dit, mais vraiment, on a fait un bon investissement, même si l'appareil était coûteux. Mais voilà, donc il y a des solutions pour filtrer l'eau, il y a même des solutions pour la douche à fixer sur les pommes de douche. Mais voilà, donc Sandra et moi, on pourra vous aiguiller là-dessus si vous avez besoin de confirmer des appareils de qualité. Bien sûr, il faut faire attention aux boissons trop caféinées. Elles ont tendance à trop sucrées, trop caféinées. Des solutions existent, on en parlera juste après. Et l'excès d'eau sans électrolytes. Sandra, elle vous conseillerait euh, de bien mettre des sels minéraux dans votre eau parce que ça dilue le sodium dans le sang, de boire de l'eau sans électrolytes et que ça peut à long terme créer des maux de tête. Moi, de mon côté, tu veux rajouter quelque chose, Sandra? Non, je disais effectivement sucre et caféine, donc ça favorise la déshydratation. C'est pour ça que, je sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui sont consommateurs de café, par exemple, quand vous allez en Italie, on vous offre un verre d'eau à côté. En fait, il faudrait même 2 verres d'eau pour un café, au moins 2 verres d'eau. Et peut-être que c'est une sensation que vous avez déjà eue, mais quand vous buvez un café, après vous avez soif tout le temps ou le goût du café là dans la gorge. Voilà, donc ça montre bien que il y a cette déshydratation là. En plus derrière souvent café et puis on va aux toilettes. Alors euh, thé c'est pareil, on va uriner beaucoup plus et donc on dilue en fait, on dilue effectivement tout ce qui est le sang et les éléments minéraux. Voilà. Et pour rebondir sur le petit outil de filtration, hier on a eu une coupure d'eau ici. Quand j'ai rallumé, c'était marron aussi. Et j'étais bien contente, même si j'ai laissé couler longtemps et que je pensais que c'était à peu près, enfin, que c'était transparent. Quand j'ai rempli le 3 litres ou le 6 litres de ma bonbonne, j'ai bien vu que c'était encore quand même très trouble. Donc j'étais bien contente d'avoir ce système de filtration. Euh, Par rapport aux boissons qui déshydratent, il y a aussi tout ce qui est alcoolisé. Quand on boit de l'alcool, il est recommandé de boire le double en eau derrière pour justement éviter les migraines et la gueule de bois. Donc, comment vous pouvez vous apporter de l'électrolyte dans votre eau? Bien, vous avez l'eau de coco fraîche. Donc bon, tout le monde n'a pas la chance de vivre dans les pays tropicaux comme nous. Mais sachez qu'il y a des sites internet qui en vendent biologiques. On en connaît aussi avec Sandra. Après, vous avez le plasma marin, appelé aussi l'eau de Quinton, que vous pouvez trouver en pharmacie ou dans les magasins bio. Après, moi, je connais aussi un site qui les vend à prix très, très abordable. C'est autour des 12 € les 3 litres.
et à chaque fois, on en met dans son eau du matin entre 10 millilitres à 20 millilitres, suivant nos besoins spécifiques. Si on est en bonne santé, 10 millilitres, ça suffit. Mais après, si on est très fatigué, si on a des gros besoins, bah, ça peut monter à 20 millilitres, 20 centilitres par jour dans son eau. Ça se consomme le matin parce que c'est très énergisant. Il faut pas le consommer après les midi. Et voilà, ça vous apporte votre besoin journalier en sels minéraux. Après, il y a une recette que vous a mis Sandra, là, 5 millilitres d'eau avec une pincée de sel et de jus de citron. Voilà, ça peut aussi vous apporter une électrolyte rapide. Si on n'a pas le jus de coco et le plasma marin sous la main, ben ça peut aussi vous aider grandement, surtout à prendre le matin et quand on a cette sensation de migraine ou quand on sent qu'on est déshydraté, on a la bouche sèche ou qu'on n'a pas eu le temps de boire, ben, c'est bien de se faire une petite électrolyte. Ensuite, on vous a mis quelques aliments sur lesquels vous allez pouvoir retrouver les électrolytes. Et puis en discutant, là, ça me refaisait penser à mes sessions de boxe où j'utilisais de l'eau après les entraînements intensifs, de l'eau avec du bicarbonate dedans, justement pour recharger et puis pour désacidifier le corps, mais pour recharger au moins en bicarbonate, en électrolyte. Et on faisait aussi alors là, bon, c'était vraiment lié à la compétition intensive, c'est-à-dire que c'était hyper sucré. Donc là, c'est pas vraiment ce que je conseille pour du quotidien, mais on mélangeait jus de pomme, jus de raisin, sel, pour pouvoir recharger et garder les éléments minéraux et les électrolytes. Ce mot électrolyte, on l'entend pas souvent dans notre quotidien au niveau au niveau de la société, mais c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les milieux sportifs, dans les centres de retraite ou de jeunes, euh, et peut-être dans le milieu médical. Pas trop, tu me Moi, dis? pas trop, en tout cas. Enfin, Ouais. c'est vraiment une recherche à côté et c'est par à côté, on va dire, par le sport que j'ai pu euh, aller Découvrir. avoir un peu plus d'infos là-dessus. Ouais, c'est pas de premier abord. Ou en tout cas, voir avec les médecins. Peut-être que les médecins proposent. Je crois Ouais. qu'en pharmacie, ils commencent aussi à en parler puisqu'il y a une solution Hydratis, ça s'appelle. C'est des petites pastilles qui sont vendues en pharmacie que vous mettez dans un verre d'eau, s'il me semble. C'est une pastille pour 100 millilitres d'eau. Franchement, j'ai testé, c'est hyper sucré. Moi, j'ai testé dans 1 litre d'eau. Et donc, en regardant la composition, effectivement, c'est sucré. Donc, c'est pareil. Pour moi, c'est pas pour du quotidien. C'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment pour du sportif, puisque derrière, on ajoute du sucre. Donc, voilà. Par contre, une petite précision là, sur la recette que j'ai partagée, j'indique qu'il y a du sel à ajouter parce que ça va nous permettre de recharger en électrolytes et de garder l'eau, de retenir l'eau. Mais évidemment, quand il y a une tension artérielle qui est élevée ou voilà, quand il y a un traitement particulier au niveau cardiaque, c'est pas non plus compatible. Donc il y a des ajustements à faire en fonction de qui vous êtes et des symptômes et des pathologies à côté. Donc là, on vous a mis juste des idées de possibilités. Dans un premier temps, déjà, l'eau et l'eau pure, elle est très intéressante. Alors évidemment, plutôt si elle est filtrée, mais vous avez les eaux de source et minérales. Je dis de l'eau pure dans un premier temps, c'est même ça d'abord auquel il faut réfléchir, puisque en fait, l'eau pure, elle va avoir une seule information, c'est-à-dire l'hydratation et l'élimination. Et pour le début, c'est bien ça qu'on veut, c'est de l'hydratation. Dès que je rajoute une tisane, même si je mets juste 3-4 feuilles, ou voilà, en fait, je rajoute une autre information à l'eau. Donc c'est pour ça qu'on part surtout sur de l'eau d'abord, de l'eau de coco qui est spécifiquement riche en électrolytes et le plasma marin, et qu'on boit à côté les tisanes et le café. Ça compte même pas dans ma quantité d'eau que j'ai bu de la journée.
Est-ce que je passe? Oui, vas-y. Comment savoir si justement on a besoin de fonctionner, favoriser, pardon, comment savoir si on a besoin de favoriser l'élimination? Parce que là, on a parlé d'eau, que ça permettait d'éliminer, d'hydrater, d'éliminer. Là, l'idée, c'est justement de favoriser l'élimination. Donc, mon corps va être en surcharge et parfois, il y a besoin de l'aider, de le soutenir, notamment si vous sentez qu'il y a des petits déséquilibres cutanés, des eczémas, des sensibilités, des irritations, des rougeurs, voilà, des petits boutons, des choses comme ça. Les migraines vont aussi être un signe de surcharge et de choses à éliminer. Les inconforts digestifs, mais là tu en as parlé, et puis le fait forcément d'avoir fait des repas trop riches et trop copieux, là il n'y a pas de secret, à un moment donné il faut éliminer. Au tout début on disait que les hormones et l'alimentation, elles avaient le même circuit de nettoyage et que c'était pour ça qu'on allait en parler ensemble. Donc on ne va pas spécifiquement parler d'hormones en tant que telles, mais c'est plutôt au sens de justement du circuit d'élimination. C'est justement le foie qui va nous permettre de digérer tout ce qui est aliments. Digérer, ça veut dire couper en petits morceaux, stocker ce qu'il y a à stocker, éliminer ce qu'il y a à éliminer. Mais il fait comme ça aussi pour les hormones. Donc une hormone, c'est une molécule qui va devoir à un moment donné, une fois qu'elle a fini son travail, être sectionnée pour pouvoir être éliminée. Une fois que c'est libéré, c'est pas censé rester, sinon ça surcharge l'organisme. Et donc, il faut qu'il y ait un système d'évacuation. Donc, il y a notamment le foie qui va jouer là-dedans. Le foie, il va aussi participer à l'élaboration de certaines hormones, notamment par rapport au gras qu'il va stocker. Il produit la bile, des facteurs de coagulation. Et puis, voilà, comme j'ai dit, il va être responsable du stockage des glucides, des lipides et de certaines vitamines. Donc, en fait, le foie, qui a plus de 500 fonctions physiologiques, si je le surcharge, à un moment donné, ça va coincer, il va fonctionner à l'urgence. Donc, plus je le mets en difficulté, moins les fonctions normales vont être faites. Et on peut avoir des désordres et du cycle hormonal et voilà, de la digestion et de l'alimentation. Tout ça fait qu'il y a un excès de toxines et de surcharge que malgré tout, le corps va devoir gérer, qui amène une information supplémentaire que le système nerveux va essayer de réguler et donc potentiellement créer une migraine. En médecine chinoise, le lien entre le foie et les migraines, il est très vite fait. Et donc, justement, c'est par ce biais-là, si je le surcharge, il ne va pas pouvoir agir correctement et fonctionner correctement. Et donc, l'énergie va monter jusqu'à la tête et déclencher en fait des crises de migraine. Est-ce que tu avais, toi, de ton côté, à ajouter par rapport à l'élimination? Déjà, cette présentation de l'élimination. Oui, tout à fait. Le foie, très, très important. Souvent, on sous-estime le fait de faire attention à notre foie et il va de pair avec les intestins. Quand, pour ma part, moi, j'ai pu l'expérimenter. Quand les intestins ne fonctionnent pas bien, la digestion ne fonctionne pas bien, ben ça fait vase communicant avec le foie. Et quand le foie va pas bien, il sécrète pas les bonnes enzymes pour la digestion. Donc du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc prendre soin de la digestion, oui, mais aussi prendre soin du foie. Et et comment on prend soin du foie, ben ça, tout ça, on vous l'expliquera juste après. Bah, vas-y, si tu veux. Donc, comment soutenir les fonctions naturelles d'élimination? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a 5 organes qu'on appelle les organes émonctoires qui favorisent l'élimination naturelle. Ça se fait tous les jours, auquel cas on serait en très mauvaise santé, voire ça peut aller jusqu'à la mort quand les émonctoires ne fonctionnent plus. C'est ces 5 organes sont les intestins, le foie, les reins, les poumons, le sang et la peau. Donc,
aider à soutenir l'élimination, c'est pour moi une bonne voie pour une meilleure santé, une meilleure énergie vitale générale. Ça passe par l'hydratation, comme on l'a vu précédemment, par l'élimination naturelle et douce qui se fait automatiquement par votre corps sans que vous le sachiez et que vous vous en apercevez au quotidien. Il y a l'élimination activée, c'est quand on est un peu encrassé, quand on est très fatigué, où notre corps n'arrive pas lui-même à faire cette fonction naturelle tous les jours au quotidien. Eh bien, on peut activer et l'aider à éliminer. Et puis, après l'élimination, ben, pendant ces phases d'élimination, on élimine beaucoup aussi des sels minéraux. Et il faut penser, après les phases d'élimination, penser à reminéraliser derrière. Sinon, on va être fatigué constamment et pas retrouver notre énergie vitale. Donc, l'élimination douce et naturelle, elle se fait chaque jour. Et pour qu'elle puisse bien se faire, le corps, il a besoin de vitamines et de sels minéraux, l'énergie nécessaire pour bien éliminer. Donc, il élimine par les voies naturelles, par la digestion, par la respiration, par la transpiration et par les urines. Là où vous pouvez éliminer, aider le corps à éliminer s'il n'arrive pas à le faire lui-même, c'est en lui apportant toutes ces vitamines, ces sels minéraux. Il existe des super aliments de par votre alimentation, bien sûr, et puis aussi par les super aliments. Qu'est-ce qu'on appelle super aliments? Vous devez sûrement en connaître vous-même. Le pollen, la gelée royale, les champignons tels que le shiitake ou le lion's mane ou je les ai pas tous en tête, mais voilà, il y a beaucoup de champignons qui aident, qui sont des super aliments. Il y a des fruits comme le durian, mais qui n'est pas très connu. Il y a des baies comme les baies d'açaï, il y a la maca, il y a l'ashwagandha, il y a le moringa. Enfin voilà, il y a pléthore de super aliments, des compléments alimentaires, des enzymes et les bonnes huiles. Comme je vous ai dit, les bonnes huiles, première pression à froid, aident les intestins à éliminer et aident le foie aussi. Et donc, apporter ces bons nutriments, eh bien, ça va soutenir vos organes émonctoires et ça va favoriser l'élimination. Et on est là, lorsqu'on est dans cette logique-là, ça reste quand même très doux et, euh, et ça permet au corps de faire son travail de façon tranquille et que ce soit pas trop violent non plus. Donc voilà, les deux façons. Et il y en a une où on va aller chercher des aliments qui sont beaucoup plus puissants, comme les super aliments ou les enzymes, alors que l'autre, on va juste apporter les vitamines et les sels minéraux. Euh, voilà comment je différencie ces deux sortes d'élimination. Après ce sujet d'élimination, une fois qu'on a tout éliminé, parce que souvent on parle de probiotiques, prébiotiques, tout ça, dans quel sens on le fait, l'idée c'est quand même de faire place neuve avant de rajouter des probiotiques. Et donc c'est justement voir, ce qu'on va voir là maintenant. Donc les probiotiques, les microbiotes surtout, c'est des petites bactéries, des levures, et ils vont aider la digestion, aider à l'assimilation des nutriments, justement parce que ils ont des enzymes que nous, on n'a pas, pour permettre la section et puis l'absorption des micronutriments. Ils vont faciliter les synthèses de vitamines, la synthèse du tryptophane, c'est eux, et le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Et ensuite, on se rend compte de plus en plus que le microbiote a un rôle hyper important dans l'immunité,
la croissance, la sensation de satiété, l'humeur et dépression, et tout ce qui est phénomène inflammatoire. Donc, comment mon microbiote peut être perturbé? Ça va être lié à l'alimentation que j'utilise, mais aussi à mon stress et de potentiels traitements antibiotiques notamment, mais traitements en général. Puisque tout, à un moment donné, va passer dans l'intestin et donc le microbiote peut être fragilisé par ça. Les conséquences donc d'un microbiote perturbé ou abîmé, on peut avoir de l'obésité, athérosclérose, c'est-à-dire des plaques d'athérome qui vont se déposer sur les vaisseaux, les cancers, Parkinson et Alzheimer, dépression, autisme et migraine. Finalement, on a tous plus ou moins en tête que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Ça commence à être de plus en plus connu, notamment parce qu'il y a extrêmement de neurones, mais c'est parce qu'il y a aussi cette grande population de bactéries et de levures dans notre organisme. Et c'est un peu le lien axe intestin, oh, j'y arrive plus, intestin-cerveau. Intestin, Voilà. très bien. Je pourrais, vous voyez le dessin qui est sur la droite là, ça correspond à l'intérieur d'intestin. Je ne sais pas si c'est intestin grêle ou intestin, le côlon que tu as choisi là, Sandra. Là, c'est plutôt intestin grêle, ouais. Ouais, intestin grêle. Donc, vous voyez là, ces petites membranes là qui ressemblent à, des éponges. Quand on est avec une serviette de toilette, vous avez ces petits filaments là qui sont là. Eh bien, ils sont là pour absorber tous les nutriments dont votre corps a besoin. Et là, vous avez l'image d'un intestin qui est propre. Et suivant l'alimentation qu'on aura, eh bien, ça va plus ou moins encrasser ces petits filaments. Et c'est là que les problèmes ils commencent à venir. Et pour rebondir sur l'obésité, quand j'étais en Thaïlande, où j'étais dans un centre de remise en forme, ma coach sportif, elle m'a dit qu'avant, elle était obèse, elle ne mangeait rien. Et malgré tout, elle prenait du poids ou elle n'en perdait pas et elle était obèse. Et donc, comme quoi, il n'y a pas forcément de relation entre la quantité de nourriture qu'on ingère et le fait de prendre du poids. Là où on prend du poids, c'est justement parce que le corps n'arrive pas à bien éliminer et c'est une des raisons pour laquelle on prend du poids. C'est la cause, je pense que c'est une des causes principales de la prise de poids. Et souvent, quand on fait des cures où on prend des jus, des jus verts, où on fait plus attention à son alimentation, souvent, ça libère les intestins et on part, rien que là, on peut perdre plusieurs kilos, ne serait-ce que en allégeant notre intestin, on perd déjà énormément de kilos. Et voilà, donc d'où l'importance de faire bien attention à son microbiote. Et justement, on va voir comment agir pour le microbiote. Voilà, donc vous avez les clés. L'alimentation saine, on en a parlé. Donc les bonnes huiles, c'est les oméga, surtout oméga 3. L'hygiène de vie, vous avez bien compris que tout ce qu'il y avait avant, c'était aussi tout aussi important, avant et après l'hydratation et la digestion. Et ensuite, il y a ces fameux prébiotiques, probiotiques et enzymes. Mais ça, c'est effectivement une fois que on mange bien, que on a nettoyé, enfin qu'on s'hydrate bien aussi, et qu'on a nettoyé un petit peu tout ce qui s'y passe, favoriser l'élimination. Comme ça, les bonnes bactéries vont pouvoir y rester. Les bonnes bactéries, c'est les probiotiques. C'est les bonnes bactéries, c'est les levures aussi. Et ces probiotiques, en fait, elles ont besoin de nourriture pour favoriser en fait le fait qu'elles se sentent bien dans nos intestins. On va leur donner des probiotiques. Et donc, ça va être par exemple la pectine qui est dans la pomme, dans la courgette, qui vont être des fibres qui sont faciles à digérer et qui vont favoriser en fait l'installation des probiotiques. Et à côté de ça, on a les enzymes dont on a parlé juste avant,
qui vont être en fait comme des petites clés, des catalyseurs de réaction. C'est-à-dire qu'on a dit l'alimentation, c'est une histoire de transformation chimique, et donc ces enzymes, elles vont favoriser ces transformations chimiques et permettre l'élimination. Et donc ça, vous retrouvez les enzymes, tu l'as déjà dit Mila, dans les aliments crus, dans les aliments fermentés. Voilà. Et donc tout ça va permettre de prendre soin de votre microbiote. J'aimerais rajouter par rapport aux exercices, c'est-à-dire que on a besoin de faire circuler notre lymphe de façon régulière et activer le périaltisme, je crois. Voilà, par la marche, par le trampoline, mais je dis pas de sauter sur le trampoline comme les enfants, hein. C'est mettre ses pieds sur un trampoline et faire des pulsions avec ses jambes pour faire circuler la lymphe. Et ça, il faut le faire minimum 20 minutes de marche par jour ou 20 minutes de trampoline. Pour moi, c'est le minimum de chez minimum. Et idéalement, c'est 1 heure de marche. Mais bon, voilà, chacun fait comme il peut par rapport à ses capacités physiques, mais de faire circuler, de faire des exercices va aider grandement aussi à l'élimination de façon naturelle. Et puis, pour ce qui est prébiotique, ben c'est tout ce qui est fibres, des fibres douces vont aider le côlon, le gros intestin, à éliminer ce qui est stocké au niveau de votre intestin. Et voilà, c'est très important, les prébiotiques pour les probiotiques, les bonnes bactéries, et puis les enzymes, elles ont un rôle elles vont découper les aliments. Et ces enzymes, malheureusement, c'est que dans nos vies modernes où on est hyper stressé, on ne fait pas suffisamment de sport, et puis en avançant dans l'âge, ben, les intestins et le foie ont plus de mal à sécréter ces enzymes, et d'où l'importance de leur apport au quotidien pour aider à la digestion. Oui, c'est ça, enzyme, pour que ce soit plus simple à l'esprit. Effectivement, en fait, on en a déjà tous et vous savez tous à quoi ça correspond, dans le sens où c'est présent dans la salive, c'est présent dans l'estomac, c'est présent dans le pancréas, et tout ça va nous permettre justement de favoriser à chaque étage la digestion et le découpage des aliments. Et je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, les exercices. C'est vrai que j'avais une patiente qui était ultra constipée et à qui j'ai conseillé hydratation et marche, de la respiration aussi. Et en fait, ça lui a permis de vraiment refaire circuler en fait tout son système digestif, quoi, de le remettre en route. Ouais. Et puis, un truc qu'on oublie souvent aussi, c'est les enzymes, elles commencent dès la mastication, dès qu'on commence à manger, ben, ça commence là. Et plus on mastique, et plus on va sécréter les enzymes au niveau de la salive, et mieux se passera la digestion. Quand on mange vite, qu'on avale et qu'on mastique, on mâche pas, ben, c'est d'autant plus de travail après pour l'estomac et les intestins. Et des fois, ben, c'est la cause pour laquelle on a des ballonnements et qu'on digère pas très bien aussi. Voilà. Donc, si vous faites ça, c'est déjà quelque chose qui peut grandement améliorer. Ouais, donc pour prendre soin de votre microbiote, les aliments qui aident, eh bien, comme on en a parlé juste précédemment, il y a les aliments riches en enzymes naturelles. Vous en trouvez dans les fruits et les fruits et légumes crus, frais et bio, notamment dans l'ananas où on trouve la bromélaïne qui permet de digérer les protéines, ainsi que dans la papaye, notamment la papaye, surtout verte. On y trouve la papaïne qui digère aussi les protéines, mais ces deux enzymes aident aussi à digérer tout ce qui est sucre complexe, notamment dans ce qui est féculent, céréales. Vous en avez des enzymes dans l'avocat, dans le kiwi,
Dans les graines germées, les jeunes pousses. Vous en avez dans les jus de légumes verts que vous pouvez récupérer le jus grâce à un extracteur de jus. Et le fait de les passer à l'extracteur, c'est beaucoup plus assimilable et donner un coup de pouce à votre corps pour l'aider à éliminer. Euh, Parce que là, vous avez plus les fibres qui sont des fois difficiles pour les intestins qui sont peut-être devenus paresseux. Bien, quand on a du mal à digérer les fibres, bien, c'est bien de se faire des cures de jus de légumes frais, des jus de légumes verts. Et parmi les recettes que moi j'aime bien, qui ont un bon goût, parce que c'est vrai que quand on commence les jus de légumes verts, quand on tombe sur un jus de légumes qu'on n'aime pas, ben, malheureusement, on s'arrête et ça, c'est dommage. Et par exemple, comme recette que j'aime bien, c'est pommes, épinards, céleri et citron. Et là, c'est une poignée d'épinards, une poignée de céleri coupé, une pomme verte et un peu de jus de citron. Je trouve que c'est un mélange qui est plutôt très, très agréable à boire. Même les enfants, ils adorent. Mes enfants sont très difficiles et ils adorent. Donc voilà, des jus de légumes verts, ben, ça peut être bon, même si au premier abord, ça paraît pas, mais ça peut être bon. Et les algues à volonté, que ce soit en micro-algues spiruline ou chlorelle ou les algues fraîches. Ça va vous apporter de la douceur au niveau des intestins par rapport aux algues fraîches. Vous avez le mucilage qui permet de fluidifier au niveau des intestins et les microalgues. Voilà. Après, les microalgues, je sais que ben, certains médecins bon, conseillent pas quand on a des problèmes de thyroïde. Mais voilà, ça, c'est à voir avec votre médecin nutritionniste ou naturopathe. Mais il me semblerait que bon, il y a des controverses aussi. Donc voilà. Moi, j'ai des articles aussi là-dessus. Si jamais vous avez besoin, je pourrais vous les faire passer. Les aliments, dans un deuxième temps, vous avez les aliments fermentés crus et variés pour vos intestins, mais aussi au niveau de vos bactéries, au niveau de l'ensemble du corps. Vous avez la choucroute crue non pasteurisée que vous pouvez trouver en magasin bio. Et si vos intestins sont trop encombrés et que vous avez des difficultés à digérer ça, sachez qu'il existe des jus de choucroute en magasin bio, lacto-fermentés. Il y a des jus de légumes aussi lacto-fermentés qui, eux, participent à la décomposition de la cellulose qui est contenue dans les légumes fibreux. Ça aide à la digestion de ces fibres-là. Vous avez le kimchi que vous pouvez trouver en magasin bio, mais que vous pouvez faire très facilement chez vous aussi avec avec du sel, de l'eau et on utilise le chou chinois coupé en petits morceaux. Vous pouvez y rajouter du piment et du gingembre si vous aimez les épices. Vous pouvez mettre de l'ail, de l'oignon, éventuellement un peu de sucre de coco si vous aimez la douceur, que ce soit un peu doux. Mais voilà, il y a plein de recettes de kimchi, je pourrais vous en donner, mais vous en trouvez aussi sur Internet. Les kéfirs, vous pouvez les acheter dans les magasins bio, le kombucha, le miso, le tempeh, et bien sûr, à chaque fois non pasteurisé, parce que les enzymes et les vitamines sont détruites au-dessus de 42, 45 degrés. Et voilà, vérifier que les choses ne soient pas pasteurisées pour avoir un maximum de vitamines et d'enzymes. Les aliments qui soutiennent les autres émonctoires, ben vous avez pour le foie, vous avez les légumes crucifères, c'est-à-dire les choux, brocolis, choux de Bruxelles, choux chinois, ça rentre dans la catégorie des crucifères. Choux blancs, choux fleurs, choux rouges. Voilà, plutôt cuit pour les intestins sensibles et bien sûr en jus aussi pour les intestins sensibles. Les légumes amers. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes amers? Vous avez la roquette, vous Artichaut. avez l'artichaut. Voilà, tout ça, c'est des légumes avec un goût amer, aide le foie. Le curcuma.
Mais il y a plein d'épices aussi qui aident le foie, comme tout ce qui est graines carminatives. Il y a le carvi, il y a le cumin, la badiane, appelée aussi l'anis étoilé, les différentes sortes d'anis, fenouil en grains. Voilà, tout ça, c'est des épices. Le gingembre qui vont aider le foie, les intestins. Bien sûr, le gingembre seulement si vous n'avez pas les intestins inflammés ou douloureux ou sensibles. Pour les reins, vous avez le concombre, le céleri, le persil, le pissenlit. Vous pouvez aussi bien les manger crus que en jus. C'est des diurétiques qui sont plutôt doux. Pour les poumons, pour aider les poumons, vous avez les légumes verts à feuilles, les agrumes. Et à ma connaissance, les crucifères aussi sont très bons pour les poumons, pour les aider à débarrasser. Quand en hiver, on commence à avoir des crachats par les poumons, c'est que tout votre organisme est tout complètement saturé. Normalement, c'est pas la fonction primaire des poumons que d'évacuer de cette façon. C'est que voilà, là, il y a vraiment besoin de nettoyer. Attention, quand vous avez les poumons surchargés, eh bien, il faut aider au maximum avec tout ce que je vous ai dit dans, lors de ce webinaire. Par la peau, ce qui vous aide, c'est les fruits rouges, les légumes colorés, riches en antioxydants. Qui dit légumes colorés, vous avez par exemple la betterave, les courges, la patate douce, tout ça, c'est très coloré, le chou rouge, voilà, ça va aider pour la peau. Et tout ce qui est graines, les graines germées, riches en vitamine C, vitamine E, zinc et antioxydants. Et ce qui va aider le sang et la lymphe, bien, ça va être tous les aliments précédents qui aident le foie, les reins et notamment les fruits frais. Euh, tout ce qui va soutenir le foie et les reins, ben, ça va aider votre sang et votre lymphe. Et moi, je pense beaucoup aussi aux fruits rouges qu'on a tendance à oublier. Et les fruits rouges, ça marche aussi bien les fruits rouges frais que surgelés, que vous pouvez mixer dans vos smoothies. C'est très facile à faire. Vous les mixez dans un blender avec un peu de lait végétal, un peu euh, si vous avez envie de mettre un yaourt végétal dedans, ça fait des super, super smoothies pour toute la famille et même les enfants adorent. Et si vous mettez que du jus de citron dedans avec les fruits rouges et du miel ou du sirop d'agave ou du sucre de coco, ben vous avez un très bon smoothie qui peut se décliner en glace, en sorbet, si vous le surgelez et ça fait plaisir à toute la famille. On se régale tout en se faisant beaucoup de bien. Voilà. C'est effectivement nos smoothies à nous, enfin nos sorbets. Je mets les fruits au congèle et je mixe tout ça. Et je rebondis aussi sur, j'avais eu le cas d'une personne, alors Tatiana, qui avait donc des migraines et puis beaucoup de tendinite, de douleurs cervicales. Il me semble qu'il y avait aussi des fourmillements dans les bras, des choses comme ça. Et je lui avais conseillé, alors après tout ce que j'avais fait en ostéo, je retrouvais son foie justement très dense et très surchargé, on va dire. Donc j'avais conseillé en fait de la teinture mère de pissenlit, notamment pour aider les reins et pour aider le foie. Et justement, ça lui a permis pas mal d'éliminer, de moins avoir de tension, de lourdeur et de répercussions sur ses migraines. Voilà. Voilà, tout est Donc on va lié. passer justement sur d'autres aliments encore à privilégier et à éviter. Donc là, en gros, il n'y a pas vraiment Voilà, de secret. Ah, si. voilà, vous les avez déjà vus, voilà, ceux à éviter. Et vous avez sur la partie gauche tout ce qui est à éviter et sur la partie droite à privilégier, mais qui remplace aussi ce que vous avez à éviter. Par exemple, le sucre blanc industriel raffiné, vous pouvez tout de suite le remplacer par le sucre de coco, le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de bouleau, qui est appelé aussi le xylitol, les fruits secs. Enfin voilà, il y a des alternatives et comme quoi on peut aussi. Moi, je suis très gourmande. Pour moi, me priver, c'est pas possible. Je l'ai fait dans le passé et ça ne marche pas.
les régimes où on est hyper strict, voilà, c'est pas bon. Et les alternatives saines existent. Mmh. Donc, je vous invite grandement à utiliser ces alternatives pour une meilleure santé, une meilleure vitalité et énergie et un meilleur fonctionnement de votre corps. Et tout ça, ça favorise aussi la clarté mentale. On a moins l'impression d'avoir un brouillard mental. On a, on a, moi, je pensais pas que c'était possible, mais on a une meilleure concentration. Euh, on est moins dispersé aussi. Moi, je pensais que c'était le fait que je sois un peu comment on dit, multipotentiel, etc. Voilà. Ben, quand on a 36 000 idées à la minute, eh bien, par l'alimentation, vous pouvez aussi améliorer ça, être plus focalisé, avoir les idées plus claires, être plus concentré. Voilà, tout ça, c'est pas irréversible. On peut améliorer petit à petit en faisant des changements au quotidien. Euh, je pense que changer petit à petit en douceur, ça permet des résultats à du long terme. Ne faites pas non plus comme moi. Gros changement radical du jour au lendemain. Je suis passée de je mange comme tout le monde à crudivore à 100% ou alors manger que des végétaux. Enfin bref, ça n'a pas marché chez moi parce que je me suis vite lassée, j'en ai eu marre. J'ai fait, ma naturopathe m'a dit que je faisais une dépression alimentaire. Je savais même pas que ça existait parce que j'avais arrêté de manger tout ce que je mangeais au niveau ancestral par rapport à mes origines. Vous pouvez continuer à manger ce que vous aimez faire, mais trouver des alternatives saines parce que des solutions existent, par des recettes. On peut retrouver le même plaisir, mais différemment. Par exemple, j'ai accompagné des groupes en challenge qui étaient accros au café et je leur ai conseillé plein d'alternatives. Ils ont testé le lait d'or, ils ont testé aussi ma recette de lait chai avec plein les épices dont je vous ai parlé tout à l'heure indiennes. Eh bien, ils ont été conquis. Ils ont dit waouh, ça booste le matin, ça réchauffe en hiver. Après, on peut le boire aussi froid en été ou tiède, mais goûtez et vous allez voir que ça va vous plaire et c'est comme ça que vous allez petit à petit délaisser ce qui est moins bon pour ce qui est meilleur pour vous. Goûter, tester. Je vous invite fortement à le faire. Et après, voilà. Et puis, un pas après l'autre, petit à petit. Le tout, c'est pas de faire la révolution sur soi et à la maison. Faut voir les choses sur une direction à prendre sur le long terme et puis quand même se faire plaisir de temps en temps. Le corps est capable d'éliminer. Pour ma part, moi, je trouve que j'arrive bien à éliminer quand je sors du cadre. Les week-ends, par exemple, 1 à 2 jours par semaine, bien, c'est OK pour le corps d'éliminer. Voilà, non pas trop se priver non plus et garder quand même du plaisir. Voilà. Et si, donc là, on est sur les aliments en général qui seront bénéfiques à tout le monde, mais on va justement voir juste après des aliments un peu plus spécifiques à la migraine. Justement, alors pas des aliments, mais plutôt des choses à aller chercher dans les aliments. Donc on les a vus tout au fil de cet échange, mais en priorité le magnésium. Et là, pareil, il y a certains types de magnésium qui sont plus facilement absorbables que d'autres. Donc déjà ceux dans l'alimentation et après potentiellement des compléments en fonction de là où vous en êtes. La B2 va être hyper importante aussi pour pouvoir réguler l'influx électrique. La coenzyme Q10, c'est des antioxydants, donc ça va éviter le vieillissement excessif parce que voilà le stress génère en fait une sorte d'usure au niveau cellulaire. Après, on a des anti-inflammatoires comme la curcumine, enfin le curcuma, le gingembre, les oméga 3. Et puis tryptophane, alors j'ai mis sérotonine, mais c'est plutôt les tryptophanes qui sont dans les aliments parce que le tryptophane est un précurseur de la sérotonine. Ça veut dire que les molécules, enfin les enzymes et les probiotiques vont transformer le tryptophane en sérotonine, donc la fameuse hormone du bonheur, et donc les électrolytes qui vont permettre, pareil, l'hydratation et la transmission nerveuse. Donc là, voilà, en fait, avec cette petite carte-là, vous partez de ces aliments-là pour aller chercher, enfin,
éléments-là pour aller chercher les aliments qui correspondent. Voilà. Et favoriser ces aliments dans le cas de la gestion de la migraine. On va faire un petit point. Ah oui, vas-y. Ouais, je disais que le magnésium, par exemple, vous pouvez le trouver naturellement dans les algues. La vitamine B2, je sais plus, mais la vitamine B12, elle se trouve aussi dans la spiruline. Les oméga 3, vous en trouvez dans les algues et aussi dans certaines huiles. Il y a aussi les oméga 6 et 9 qui améliorent aussi. Et puis voilà, et vous en trouvez dans le plasma marin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, tryptophane, après, il y a les épinards. Enfin, du coup, il faut rechercher parce qu'il y en a quand même une liste Ouais, importante. ouais. Et Oui. certains qui vous plairont effectivement plus que d'autres. Mais globalement, par rapport aux aliments à privilégier, en gros, si vous focalisez sur les aliments à Mm, privilégier dont on a parlé tout à l'heure, mm, vous avez déjà mm. une bonne base de ces éléments. Oui, c'est ça. Mm. Justement, dans les solutions, donc c'est pour un petit résumé, c'est aussi les principes importants à retenir. Donc, on a parlé de fermentation, puisque c'était tout ce qui était enzymatique, probiotique, prébiotique, les smoothies, les jus de légumes et de graines germées, enfin les graines germées, les petits poissons en conserve pour justement l'oméga 3. Et puis, dans les solutions, il existe pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps. Souvent, on me dit, ouais, mais manger bien, ça prend du temps, j'ai pas le temps. Il existe aussi des solutions. Il y en a qui préfèrent boire des smoothies entre midi et deux. Alors, c'est mieux que de rien manger. Mais un smoothie que sucré, quand on a du mal avec les légumes, des fois, voilà, c'est très déséquilibré. Et donc, il existe des poudres, des préparations, en fait, où il y a les bons dosages en minéraux, les bons dosages en vitamines. Et donc, voilà, en une fois, c'est fait. Euh, Dans le phénomène de migraine, il y a aussi beaucoup de facteurs qui vont être très associés. Donc, on a parlé au tout début de l'anxiété, la dépression qui étaient parfois très liées, des troubles du sommeil. Et on va avoir aussi, on peut retrouver beaucoup de cas migraine, diabète. Donc là, dans ces cas, en fait, ça va être intéressant de trouver aussi des éléments de soutien, alors plutôt des compléments alimentaires qui peuvent venir soutenir ces aspects-là. Par rapport au diabète, déjà, avec la présentation qu'on a fait avec Mila, vous avez déjà des bonnes bases et des bonnes solutions. Idem pour finalement l'anxiété, le trouble du sommeil, mais on peut aller encore plus spécifique. Et ensuite, migraine et les yeux, c'est souvent lié aussi, dans le sens où il y a beaucoup de migraines ophtalmiques ou de fatigue oculaire. Tu l'as dit aussi, Mila, des sensations d'œil sec et de manque de larmes. Donc là, pareil, de prendre soin de la santé de ses yeux. Il y a aussi des compléments ou les baies et les fruits rouges qui vont permettre de soutenir ça. Je te laisse faire un petit point sur la partie de ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention. Oui, la qualité nutritionnelle des légumes, il faut les prendre les plus frais possible et de préférence bio dans la mesure du possible. Comparer quand vous achetez des compléments alimentaires, etc. Vérifier l'origine, comment ça a été fait, la posologie, le dosage, de façon que ce soit le plus éthique possible. Et par rapport à la micronutrition, il vaut mieux que vous passiez par des professionnels spécialisés en micronutrition pour déterminer les nutriments qui vous manquent ou les bons dosages. Voilà. Après, quand on mange naturellement, on ne connaît pas forcément les, le bon dosage de combien d'algues je dois manger, etc. Ben, en principe, on vous sur ce que vous achetez, il vous donne les bons dosages. Mais naturellement, instinctivement, vous pouvez le sentir vous aussi. Donc, ce que j'ai compris, c'est que tout ce qui est industriel, fabriqué par les industriels, ça rend addictif de toutes les façons, par le sucre, le sel, etc., les arômes, etc. Et tout ce qui est naturel, par exemple les fruits et légumes, les baies, etc., les algues, si vous en goûtez et que vous êtes attiré, eh bien, c'est que c'est bon pour vous et c'est que vous en avez besoin. Moi, je le vois avec mes enfants, ils vont être naturellement attirés par les fruits qu'ils vont avoir, pour lesquels ils vont avoir le plus besoin. Donc, sachez aussi vous écouter. Par rapport aux poissons, vous en avez aussi des surgelés ou
le frais, c'est très bien aussi. Voilà, pour ce que j'ai à apporter. Et donc, Sandra et moi, nous pouvons aussi vous aiguiller par rapport à tous ces produits, ces compléments alimentaires qui soient faits dans les meilleures conditions possibles, biologiques, etc. Si vous avez pas le temps de boire ces jus, vous savez, vous êtes vous avez une vie très occupée, un peu comme nous aussi, avec une vie de famille, etc., et que vous n'avez pas le temps de savoir comment, quelle quantité, etc., eh bien, on peut aussi euh, vous apporter des produits qui sont les meilleurs pour vous. Voilà, et donc du coup, j'ai deux cas cliniques que je peux vous partager. Donc, Ray qui avait des migraines et en transformant son alimentation, donc elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était intolérante au gluten. Et donc là, c'est pareil. Finalement, l'intolérance au gluten, il y a comme une surcharge du système, ça crée une inflammation latente. Et donc, pour elle, ça se manifestait sous forme de migraine essentiellement, en plus de tous les désordres digestifs qu'il y avait avec. Euh, donc, la difficulté de sortir là, dans ces temps-ci en plein soleil, voilà, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que mon corps est tellement surchargé que la moindre info à côté, elle devient pas tolérable et difficile à supporter. Et donc là, en ayant modifié son alimentation, favorisé tout ce qui était vert, tout ce qui était végétaux, en éliminant le gluten spécifiquement, voilà, ces maux de tête et ces migraines ont pu disparaître complètement. La sensibilité à la lumière aussi. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Elle, c'est parce qu'elle était intolérante au gluten et on n'est pas tous. Enfin, c'est on va dire plus ou moins problématique pour tout le monde, mais voilà, elle était spécifiquement intolérante au gluten. Et ensuite, le cas de Claire, qui avait des migraines depuis 20 ans. Et alors, elle avait un suivi médical à côté. Ses médecins pensaient que de toute façon, elle pourrait rien y faire. Et donc, elle a voulu faire mentir la médecine. Alors, c'était pas pour ses migraines qu'elle a pris le pan de faire un jeûne, mais pour autant, elle s'est rendue compte à la fin qu'il n'y avait plus de migraines. Donc là, pareil, qui dit jeûne, ça veut dire, alors c'était un jeûne suivi médicalement, mais qui dit jeûne dit élimination. Là, elle a forcé au maximum l'élimination. Et donc, ça a pu permettre justement au corps de gérer le reste des informations beaucoup plus facilement. Donc là, pareil, le jeûne, ça peut être, voilà, selon les terrains, c'est plus ou moins bien. Donc, il faut Ouais, et prendre en compte une réflexion globale dans qui vous êtes et ouais, puis tout ce qu'il y a à côté de vous au niveau médical. ouais. En fait, ce qui est jeune, c'est déconseillé quand les personnes, elles sont fortement médicalisées. Et qui sont épuisés au niveau du corps, très fatigués, c'est déconseillé les jeunes. Et puis le jeûne, c'est si vous faites des jeûnes, il vaut mieux faire des jeûnes hydriques où il faut boire, vous buvez des jus, etc. Vous serez moins fatigué et il y aura moins de détoxination qui soit forte et qui soit pour que ce soit plus doux pour vous. Moi, j'ai fait des jeûnes secs. J'ai bien vu que ça transformait. On n'est plus la même personne après le jeûne sec. Il y a un regain de vitalité et d'énergie. Enfin, moi, après avoir fait ces jeûnes-là et que j'ai fait des cures de jus derrière, on me disait, ah, mais t'as rajeuni de 10 ans. Enfin, mais voilà, les jeunes avec des précautions aussi. Et j'ai eu fait pendant très longtemps des jeûnes secs intermittents. Et du coup, ben, j'ai forcé un petit peu sur la thyroïde et du coup, j'ai la thyroïde qui a affaibli, qui n'est pas, elle n'est pas, pour le corps médical, tout va bien. Mais au niveau des résultats sanguins, quand même, c'est dans la limite un petit peu en dessous de la limite. Donc voilà, les jeunes, oui, mais quand même avec précaution. En soutenant à côté, ouais. Jeûne intermittent au cas où, Ouais. c'est le fait de ne pas manger un repas, de sauter un repas, on va dire, d'avoir au moins 18 heures Mm. entre deux repas.
Ouais. Et depuis, j'ai remplacé par les jus verts et ça va et du coup c'est beaucoup plus équilibré pour le corps et mieux notamment voilà où je suis j'ai 48 ans c'est c'est plus c'est plus écologique pour moi finalement. Mm. Voilà, donc on a fait le tour. Merci d'avoir été avec nous. Merci Mila